Dans les archives du comté de St. Mary, en Louisiane, existe un document que peu osent consulter. Un registre funéraire daté de 1842 où l'on peut lire, griffonné à l'encre pâlie, cette mention singulière. Madame Céleste Durand, décédée en couche à 7 mois de grossesse, enfant mort-né de père inconnu. Circonstances douteuses. Ce qui suit n'est pas consigné dans les archives officielles. Ce qui suit ne devrait jamais être révélé. Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé dans cette plantation oubliée, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces histoires que l'histoire a voulu ensevelir. Maintenant, retournons ensemble dans la chaleur étouffante de la Louisiane de 1842, là où les secrets les plus sombres se cachaient derrière les façades blanches des grandes demeures. Au début du XIXe siècle, les rives du Mississippi en Louisiane étaient le théâtre d'une prospérité bâtie sur la sueur et le sang. Les plantations de coton et de canne à sucre s'étendaient à perte de vue, alimentant l'économie du jeune pays américain. La Louisiane, récemment acquise par les États-Unis en 1803, conservait encore cette atmosphère étrange, mélange de raffinement créole français et de brutalité du système esclavagiste américain. Dans cette région où le Mississippi dessinait ses méandres paresseux entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge, se dressait la plantation Bellevue. Le domaine s'étendait sur plus de 3000 hectares de terres fertiles, bordées de chênes centenaires drapés de mousse espagnole qui ondulaient au moindre souffle de vent. La grande maison, construite en 1820 dans le style néoclassique grec si prisé à l'époque, dominait les champs de coton d'une blancheur immaculée durant la saison des récoltes. Monsieur Édouard Durand avait hérité cette plantation de son père en 1834. C'était un homme dans la quarantaine avancée, au visage marqué par le soleil louisianais et les excès d'une vie de planteur prospère. Son épouse, Céleste, était sa cadette de 15 années. Elle était arrivée de la Nouvelle-Orléans en 1836. Fille d'une famille créole appauvrie qui avait vu dans ce mariage une occasion de redorer son blason. La dot était maigre, mais Céleste possédait ce que l'argent ne pouvait acheter. Une beauté troublante et une détermination qui cachaient quelque chose de plus sombre. La plantation Bellevue comptait 180 esclaves en 1837, principalement des hommes et des femmes dans la force de l'âge, achetés lors des ventes aux enchères de la Nouvelle-Orléans. Le commerce des esclaves, bien qu'interdit depuis 1808 pour ce qui concernait l'importation directe d'Afrique, florissait toujours à l'intérieur même des frontières américaines. Les planteurs achetaient et vendaient des êtres humains comme on négocie du bétail, et Bellevue ne faisait pas exception à cette règle implacable. Le quotidien de la plantation suivait un rythme immuable. Les esclaves se levaient avant l'aube, au son de la cloche qui résonnait depuis la grande maison. Ils travaillaient dans les champs jusqu'au crépuscule, courbés sur les plants de coton sous un soleil impitoyable. Les cases qui leur servaient de logement se trouvaient à l'écart de la demeure principale, alignées en rangées strictes près de la limite est de la propriété. C'étaient des structures rudimentaires, en planches de bois, mal isolées, où s'entassaient parfois jusqu'à 8 ou 10 personnes. Édouard Durand n'était pas considéré comme le plus cruel des planteurs de la région, mais il n'était certainement pas le plus clément. Il appliquait le système avec une froideur méthodique. Punition corporelle pour les infractions, ration de nourriture calculée au minimum vital, vente des familles séparées quand les besoins financiers l'exigeaient. Sa femme Céleste, en revanche, semblait initialement plus distante de ses affaires. Durant les premiers mois de son mariage, elle restait confinée dans les pièces fraîches de la grande maison, occupée à la broderie, à la correspondance et aux réceptions occasionnelles de quelques voisines planteurs. Mais quelque chose changea progressivement dans le comportement de Céleste Durand. Ceux qui travaillaient à la grande maison, les domestiques assignés aux cuisines, à l'entretien et au service, commencèrent à remarquer des détails troublants. Madame Durand s'intéressait de plus en plus aux affaires de la plantation.
Elle descendait au quartier des esclaves, chose inhabituelle pour une femme de son rang. Elle inspectait les nouveaux arrivants avec une attention qui dépassait la simple curiosité. Et surtout, elle avait développé une relation étrange avec son mari. Une relation faite de silences lourds, de regards évités, de nuits passées dans des chambres séparées. Édouard Durand souffrait d'une maladie que les médecins de l'époque ne parvenaient pas à nommer clairement. Des crises de toux violentes, des sueurs nocturnes, une fatigue qui le clouait parfois au lit pendant des jours entiers. Certains murmuraient qu'il s'agissait de tuberculose, d'autres parlaient de fièvre des marais. Quoi qu'il en fût, sa santé déclinait régulièrement depuis 1839, le laissant de moins en moins capable de gérer les affaires quotidiennes de Bellevue. C'est dans ce contexte que Céleste Durand prit progressivement les rênes de la plantation. Au début, elle se contentait de transmettre les ordres de son mari alité. Puis, elle commença à prendre ses propres décisions. Elle supervisait les contremaîtres, vérifiait les comptes, et surtout, elle s'occupait personnellement de l'achat et de la vente des esclaves. Cette responsabilité, habituellement réservée aux hommes, lui conférait un pouvoir inhabituel pour une femme de cette époque. Les registres de la plantation, ceux qui n'ont pas été détruits, montrent qu'à partir de 1839, le turnover des esclaves masculins jeunes augmenta de façon significative à Bellevue. Des hommes étaient achetés, restaient quelques semaines ou quelques mois, puis étaient revendus à d'autres plantations. Cette pratique n'était pas inhabituelle en soi, le commerce des esclaves étant une source de profit supplémentaire pour les planteurs. Mais la fréquence et la régularité de ces transactions, toujours orchestrées par Madame Durand elle-même, commençaient à susciter des questions. L'été de 1840 fut particulièrement étouffant en Louisiane. La chaleur moite écrasait la région, transformant les journées en un supplice pour ceux qui travaillaient dans les champs. C'est durant cette période qu'arriva à Bellevue un jeune homme nommé Samuel. Il avait été acheté lors d'une vente à la Nouvelle-Orléans, arraché à une plantation du Mississippi où il était né 23 ans plus tôt. Samuel était grand, bâti pour le travail des champs, avec ce regard à la fois résigné et encore porteur d'une étincelle de quelque chose que le système n'avait pas encore complètement éteint. Comme c'était devenu l'usage à Bellevue, Céleste Durand insista pour examiner personnellement le nouvel arrivant avant qu'il ne soit assigné au quartier des esclaves. Cette inspection se déroulait toujours dans une petite dépendance située à l'arrière de la grande maison, un bâtiment qui servait autrefois de fumoir, mais qui avait été converti en une sorte de bureau administratif. Les contremaîtres y amenaient les nouveaux esclaves, puis repartaient vaquer à leurs occupations, laissant Madame Durand seule pour ce qu'elle appelait l'évaluation initiale. Ce qui se passait exactement durant ces évaluations, personne ne le savait avec certitude. Les esclaves qui en ressortaient restaient silencieux, le regard vide ou empli d'une honte qui interdisait toute confidence. Mais les rumeurs circulaient, portées par les chuchotements dans les cases, transmises d'une plantation à l'autre par ces réseaux invisibles que tissaient les opprimés pour survivre. Samuel fut conduit à la dépendance un après-midi de juillet. Il y resta plus de 2 heures. Quand il en sortit, quelque chose en lui s'était brisé. Marcus, un esclave plus âgé qui travaillait à Bellevue depuis 15 ans, se souvint plus tard de l'avoir vu ce soir-là, assis devant sa case assignée, le regard perdu dans le vide. Samuel ne mangea pas le peu de nourriture qui lui avait été distribuée. Il ne parla à personne. Les jours qui suivirent, Samuel travailla dans les champs avec une efficacité mécanique, comme si son corps agissait de manière automatique, tandis que son esprit se trouvait ailleurs. Les contremaîtres, satisfaits d'un travailleur docile et productif, ne posèrent pas de questions. Mais ceux qui partageaient sa case remarquèrent qu'il se réveillait parfois la nuit, en sueur, tremblant, murmurant des mots incompréhensibles. 3 semaines après son arrivée, Samuel disparut. Ce n'était pas une tentative de fuite, pas au sens habituel du terme. Son corps fut retrouvé pendu à l'un des grands chênes près de la limite nord de la plantation, là où les bois commençaient à devenir plus denses. Les contremaîtres, habitués à ce genre de tragédie dans un système qui broyait les âmes autant que les corps,
considérèrent l'affaire comme un suicide de plus parmi tant d'autres. Le corps fut enterré dans le cimetière non marqué réservé aux esclaves, une simple fosse creusée à la hâte. Mais Marcus, celui qui avait vu Samuel le premier soir, ne pouvait s'empêcher de penser à un détail troublant. Samuel n'était pas le premier. Il y avait eu Joshua, 6 mois plus tôt, retrouvé mort dans sa case, apparemment d'une crise cardiaque selon le médecin appelé par Madame Durand, bien que Joshua n'eût que 25 ans et semblât en parfaite santé. Il y avait eu Thomas, 1 an avant, qui s'était enfui et n'avait jamais été retrouvé, ce qui en soi n'était pas exceptionnel, sauf que Thomas avait laissé derrière lui une femme et un enfant qu'il adorait, chose rare pour quelqu'un qui planifie une fuite. Et il y en avait eu d'autres, tous jeunes, tous récemment achetés, tous passés par cette fameuse évaluation dans la dépendance. Marcus était un homme prudent. 20 années d'esclavage lui avaient appris qu'il valait mieux garder ses pensées pour soi, surtout quand elles concernaient les maîtres. Mais il ne pouvait s'empêcher de compter. Il se souvenait de chaque visage, de chaque nom, de chaque destin brisé. Et un schéma commençait à émerger, un schéma qu'il n'osait pas formuler entièrement, même dans le secret de ses propres pensées. L'automne de 1840 apporta un changement dans la routine de Bellevue. Édouard Durand, dont l'état de santé s'était légèrement amélioré pendant l'été, eut une rechute sévère. Il fut confiné à sa chambre, sous les soins d'un médecin de la Nouvelle-Orléans qui venait le visiter 2 fois par semaine. Céleste Durand assumait désormais ouvertement toutes les responsabilités de la plantation. Elle signait les contrats, donnait les ordres, punissait et récompensait selon son bon vouloir. Son pouvoir était total, et personne n'osait le contester. C'est à cette période que le rythme des acquisitions d'esclaves s'accéléra. Céleste se rendait personnellement aux ventes de la Nouvelle-Orléans presque tous les mois. Elle revenait avec de jeunes hommes, toujours selon les mêmes critères, entre 20 et 30 ans, robustes, sans famille attachée à eux. Elle les payait des prix corrects, ni excessifs ni dérisoires, ce qui ne soulevait aucune suspicion parmi les marchands. Après quelques semaines ou quelques mois à Bellevue, ces hommes étaient revendus à d'autres plantations, souvent plus loin vers l'ouest, vers le Texas ou l'Arkansas, où les traces se perdaient facilement. Les mois s'écoulèrent dans cette routine sinistre. L'hiver de 1840 à 1841 fut particulièrement rude, inhabituel pour la Louisiane. Un froid humide s'installait dans les eaux, rendant le travail dans les champs encore plus pénible. Édouard Durand ne quittait plus sa chambre. Les rares visiteurs qui venaient à Bellevue rapportaient qu'il était devenu l'ombre de lui-même, émacié, le teint cireux, parlant peu et semblant avoir perdu tout intérêt pour les affaires de sa plantation. Pendant ce temps, Céleste rayonnait d'une énergie étrange. Elle semblait animée d'une vitalité presque fébrile, passant de longues heures à superviser personnellement chaque aspect de Bellevue. Elle inspectait les champs, vérifiait les réserves et surtout, continuait ses évaluations dans la dépendance. Les domestiques qui travaillaient à la grande maison murmuraient entre eux. Ils avaient remarqué que Madame Durand ne dormait plus avec son mari. Sa chambre se trouvait à l'autre bout de la grande demeure, et elle y passait ses nuits seule. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un des domestiques, une femme nommée Hattie, qui servait à la grande maison depuis 10 ans, commença à tenir une sorte de journal mental. Hattie avait appris à lire et écrire en secret, enseignée par la première Madame Durand, la mère d'Édouard, une femme qui avait des idées progressistes pour son époque. Hattie n'osait pas écrire ses observations, de peur d'être découverte, mais elle gravait chaque détail dans sa mémoire avec une précision remarquable. Hattie remarqua que Céleste Durand avait développé des habitudes nocturnes inhabituelles. Certaines nuits, elle descendait discrètement de sa chambre, une lanterne à la main, et se dirigeait vers la dépendance. Elle y restait parfois plusieurs heures avant de retourner à la grande maison, son visage à moitié dissimulé dans l'obscurité. Hattie, dont les quartiers se trouvaient dans une petite pièce attenante à la cuisine de la grande maison, pouvait observer ses allées et venues depuis sa fenêtre. Ce qui troublait le plus Hattie, c'était l'expression de Madame Durand,
quand elle revenait de ses escapades nocturnes. Ce n'était pas de la satisfaction, ni même du plaisir au sens simple du terme. C'était quelque chose de plus profond, de plus dérangeant. Une sorte de faim comblée temporairement, mais jamais vraiment satisfaite. Et dans ses yeux, brillait une lueur qui faisait frissonner Hattie, même à distance. Au printemps de 1841, un nouvel esclave arriva à Bellevue. Il s'appelait William, avait 28 ans, et avait été vendu par une plantation en faillite près de Natchez. William était différent des autres. Il savait lire, compétence rare et dangereuse pour un esclave, acquise clandestinement durant son enfance. Il avait aussi un tempérament plus rebelle, une volonté qui n'avait pas encore été complètement brisée par le système. William fut conduit à la dépendance pour l'évaluation habituelle. Mais contrairement aux autres, William résista. Les détails exacts de ce qui se passa ne furent jamais clairement établis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y eut un cri étouffé, le bruit de quelque chose qui se brisait, puis un long silence. Quand les contremaîtres, alertés par le bruit inhabituel, accoururent, ils trouvèrent William maintenu au sol par 2 autres hommes appelés en renfort par Madame Durand. Et cette dernière, le visage composé en un masque de furie froide, ordonnant qu'on l'emmène immédiatement. William fut fouetté publiquement le lendemain, une punition sévère, mais pas inhabituelle pour un esclave jugé insubordonné. Mais ce qui était inhabituel, c'est que Céleste Durand assista personnellement à la punition, debout sous le soleil, son regard fixé sur William avec une intensité qui glaçait le sang de ceux qui osèrent la regarder. Après le châtiment, William fut assigné aux travaux les plus pénibles de la plantation, ceux qui brisèrent les hommes les plus forts en quelques mois. Mais William survécut. Et plus important encore, William commença à parler. Pas ouvertement, bien sûr, ce n'était pas possible, mais dans le secret des cases, lors des rares moments où les esclaves pouvaient échanger quelques mots à l'abri des oreilles des contremaîtres, William murmura des choses sur ce qui s'était passé dans la dépendance, des choses qui firent blêmir même les plus endurcis d'entre eux. Selon William, Madame Durand ne se contentait pas d'examiner les nouveaux esclaves, elle les forçait. Elle usait de son pouvoir absolu sur eux, de leur vulnérabilité totale, pour satisfaire quelque chose qui dépassait le simple désir physique. C'était un exercice de domination pure, une démonstration de contrôle absolu. Et ceux qui refusaient, ceux qui résistaient, étaient soit brisés, soit disparaissaient dans des circonstances mystérieuses. Marcus, qui avait gardé ses observations pour lui pendant si longtemps, comprit alors ce qu'il avait refusé de voir. Samuel, Joshua, Thomas et tous les autres. Ils n'étaient pas morts de suicide, de maladie ou de fuite. Ils étaient morts parce qu'ils savaient. Ils étaient morts parce qu'ils représentaient un danger pour le secret de Céleste Durand. Et personne ne les vengerait jamais. Parce que dans ce système, la vie d'un esclave ne valait rien face au pouvoir d'une maîtresse blanche. L'été de 1841 marqua un tournant dans l'atmosphère de Bellevue. Une tension palpable s'installait dans l'air, aussi lourde que l'humidité qui montait des marécages environnants. Les esclaves parlaient moins, travaillaient en silence, évitant même de croiser le regard de Madame Durand quand elle descendait inspecter les champs. William, malgré sa punition et les travaux épuisants qui lui étaient assignés, n'avait pas renoncé. Il continuait à observer et à noter mentalement chaque détail suspect. Il avait remarqué que certains des hommes qui passaient par l'évaluation de Madame Durand développaient par la suite des comportements étranges. Certains devenaient complètement apathiques, comme si leur volonté avait été aspirée. D'autres, au contraire, devenaient agités, nerveux, sursautant au moindre bruit. Un soir, alors que la nuit tombait sur les champs de coton, William réussit à attirer l'attention de Marcus. Les 2 hommes se retrouvèrent près du puits, prétextant aller chercher de l'eau. Dans le crépuscule qui offrait une rare intimité, William confia à Marcus ses soupçons les plus sombres. « Elle ne les laisse pas partir indemnes », murmura William, sa voix à peine audible au-dessus du chant des cigales. « Elle prend quelque chose d'eux, leur dignité, leur esprit.
Et quand ils deviennent trop dangereux, parce qu'ils pourraient parler, ils disparaissent. Marcus hocha lentement la tête. J'ai compté. Depuis que madame a pris le contrôle de la plantation, il y a 3 ans, 12 hommes sont morts ou ont disparu dans des circonstances étranges, tous jeunes, tous récemment achetés, tous passés par cette dépendance. Et personne ne dit rien, continua William avec amertume. Parce que qui nous croirait? Qui se soucierait du sort d'esclaves dans un monde où nous ne sommes que des biens meubles? Cette conversation fut interrompue par l'arrivée d'un contremaître, et les 2 hommes se séparèrent rapidement. Mais quelque chose avait changé. Marcus et William n'étaient plus seuls dans leur conscience du mal qui rongeait Bellevue. D'autres commençaient à comprendre, à assembler les pièces du puzzle. Une résistance silencieuse, faite non pas de révolte ouverte mais de connaissances partagées, commençait à prendre forme. Pendant ce temps, à la grande maison, d'autres observations troublantes se multipliaient. Hattie avait remarqué que madame Durand semblait obsédée par quelque chose. Elle passait des heures dans ce qui servait de bibliothèque, consultant d'anciens registres de la plantation, des documents légaux, des correspondances. Hattie, en nettoyant la pièce, avait furtivement aperçu certains de ces documents. Ils concernaient la succession de la plantation, les dispositions testamentaires de M. Durand, les lois sur la propriété. Il devint évident que Céleste Durand planifiait l'avenir. Un avenir où elle serait la seule maîtresse incontestée de Bellevue. Mais il y avait un problème. Selon les lois de succession de l'époque, une veuve sans enfant pouvait voir la propriété contestée par les autres membres de la famille du défunt. Édouard Durand avait 2 frères plus jeunes qui vivaient dans le Nord et qui, bien qu'ils ne se fussent pas manifestés durant des années, pourraient légalement réclamer une part de l'héritage. Cette préoccupation expliquait peut-être certains comportements de Céleste. Elle voulait s'assurer que rien ne pourrait lui arracher Bellevue. Cette plantation représentait son pouvoir, sa liberté relative dans une société qui offrait peu d'options aux femmes. Perdre Bellevue signifierait retomber dans la dépendance, peut-être même retourner dans la pauvreté de sa famille créole appauvrie. Pour Céleste Durand, Bellevue n'était pas qu'une propriété. C'était son royaume, et elle était prête à tout pour le conserver. L'automne apporta de nouvelles complications. Édouard Durand, contre toute attente, connut une amélioration de son état. Les visites du médecin de la Nouvelle-Orléans semblaient porter leurs fruits, et Édouard commença à quitter sa chambre pour de courtes périodes. Il descendait parfois au salon, s'asseyait dans son fauteuil préféré, regardant par la fenêtre les champs qu'il avait autrefois contrôlés avec une main de fer. Cette résurrection partielle d'Édouard créait un problème évident pour Céleste. Son pouvoir, si soigneusement construit durant les mois de maladie de son mari, risquait d'être remis en question. Les contremaîtres, qui s'étaient habitués à recevoir leurs ordres de madame, commencèrent à hésiter, ne sachant plus à qui obéir. Une tension sourde s'installait entre les époux Durand, palpable même pour ceux qui ne les voyaient que de loin. Hattie fut témoin d'une scène révélatrice un après-midi d'octobre. Elle servait le thé dans le salon quand elle entendit Édouard questionner sa femme sur les finances de la plantation. Céleste répondait avec une assurance calme, présentant les registres, expliquant les transactions. Mais quand Édouard remarqua le nombre inhabituel d'achats et de ventes d'esclaves masculins jeunes, son ton changea. « Pourquoi tant de turnover ?» demanda-t-il, sa voix encore faible mais teintée de suspicion. « Nous ne sommes pas des marchands d'esclaves, Céleste. Notre profit vient de la terre, pas de ce commerce. Les affaires ont changé depuis votre maladie, » répondit Céleste avec une froideur mesurée. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour maintenir la profitabilité de Bellevue. Si vous contestez mes décisions, alors reprenez donc les rênes vous-même. » Le défi était clair. Et Édouard, qui connaissait les limites de ses forces retrouvées, ne répondit pas. Il retourna à sa contemplation silencieuse par la fenêtre. Mais dans son esprit, un doute avait germé. Un doute sur ce que sa femme avait vraiment fait durant son incapacité. Les semaines qui suivirent, Édouard commença sa propre enquête discrète. Il interrogeait les contremaîtres sur les détails des opérations quotidiennes. Il inspectait les registres plus attentivement.
Il descendait même, lors de ses meilleurs jours, jusqu'au quartier des esclaves, chose qu'il n'avait jamais vraiment faite auparavant, préférant déléguer cette supervision à d'autres. C'est lors d'une de ces visites qu'Édouard croisa le regard de Marcus. Dans les yeux du vieil esclave, Édouard vit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver, une intelligence aiguë, une conscience profonde et surtout un savoir. Marcus savait quelque chose d'important. Édouard, malgré toutes ces années en tant que planteur, n'avait jamais vraiment considéré les esclaves comme des êtres pensants au-delà de leur fonction de travail. Mais à ce moment, affaibli par la maladie, peut-être plus lucide sur sa propre mortalité, il fut frappé par une pensée dérangeante. Ces gens voyaient tout. Ils entendaient tout. Ils savaient des choses que les maîtres ne soupçonnaient même pas. Si vous ressentez des frissons en écoutant cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé à Bellevue. Votre engagement nous encourage à continuer à exhumer ces histoires oubliées. L'hiver de 1841 à 1842 fut le plus froid qu'on eût connu en Louisiane depuis des décennies. Le Mississippi lui-même semblait figé sur ses bords, phénomène rare qui impressionnait les plus vieux de la région. À Bellevue, cette froidure inhabituelle créait une atmosphère encore plus oppressante. Les esclaves grelottaient dans leurs cases mal isolées, les récoltes souffraient, et la tension entre Édouard et Céleste Durand atteignait un point de rupture. En janvier 1842, Édouard prit une décision qui allait précipiter les événements. Il convoqua son avocat de la Nouvelle-Orléans, un certain maître Laurent Beaumont, pour discuter de modifications à son testament. Cette démarche ne passa pas inaperçue. Céleste, toujours attentive aux moindres changements dans la routine de la maison, comprit immédiatement les implications. Son pouvoir, si durement acquis, était menacé. Les domestiques de la grande maison remarquèrent que l'atmosphère entre les époux se détériorait rapidement. Les repas se prenaient dans un silence glacial. Céleste évitait désormais complètement la compagnie de son mari, passant ses journées dans ses propres quartiers ou supervisant personnellement les affaires de la plantation. Édouard, de son côté, semblait s'enfoncer dans une mélancolie profonde, entrecoupée de moments où son ancien tempérament autoritaire ressurgissait brièvement. Ce fut durant cette période qu'un événement étrange se produisit. Un nouvel esclave, récemment acheté par Céleste à la Nouvelle-Orléans, disparut avant même d'avoir été officiellement enregistré dans les livres de la plantation. Son nom était Isaac. Il avait 24 ans, venait d'une plantation du Tennessee et avait été acheté lors d'une vente aux enchères à un prix inhabituellement élevé. Les contremaîtres se souvenaient de son arrivée, de son passage par la dépendance pour l'évaluation, et puis plus rien. Quand les contremaîtres interrogèrent Madame Durand sur le sort d'Isaac, elle répondit avec une irritation mal dissimulée qu'il avait été immédiatement revendu à une plantation du Texas, une transaction si rapide qu'elle n'avait pas eu le temps d'être correctement documentée. L'explication était plausible, bien que inhabituelle, mais elle ne convainquit personne parmi ceux qui commençaient à comprendre le véritable schéma. William et Marcus, qui maintenaient leur vigilance discrète, notèrent cette disparition. Isaac faisait maintenant partie d'une liste qui s'allongeait de façon alarmante. 13 hommes, depuis le début du contrôle de Céleste Durand sur Bellevue. 13 jeunes hommes dont les destins s'étaient évanouis dans l'ombre. Février apporta un développement inattendu. Édouard Durand tomba de nouveau malade, mais cette fois d'une manière différente. Il souffrait de violentes douleurs abdominales, de nausées persistantes, d'une faiblesse qui le clouait au lit. Le médecin de la Nouvelle-Orléans fut rappelé en urgence. Après examen, il diagnostiqua une forme sévère d'empoisonnement alimentaire, bien qu'il fût incapable de déterminer la source exacte de l'intoxication. Ce diagnostic éveilla des soupçons dans l'esprit de certains. Hattie, qui préparait les repas sous la supervision de la cuisinière en chef, une vieille femme nommée Bessie, remarqua que Madame Durand avait récemment pris l'habitude de préparer elle-même certains plats pour son mari, prétextant qu'il avait besoin d'une alimentation spéciale pour sa convalescence. Hattie n'osait pas formuler clairement ce que cela pouvait impliquer, mais le doute s'était installé dans son esprit.
Édouard, dans son lit de malade, sembla lui aussi avoir des doutes. Il refusa de manger quoi que ce soit qui ne fût pas préparé par Bessie et goûté d'abord par les domestiques. Cette méfiance ne passa pas inaperçue de Céleste, dont le visage se durcit encore davantage. Le couple ne se parlait pratiquement plus, communiquant seulement par l'intermédiaire des domestiques quand c'était absolument nécessaire. C'est à ce moment-là qu'Édouard prit une décision désespérée. Il fit venir secrètement Marcus dans sa chambre, tard une nuit, sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour se lever. Mais une fois seul, Édouard regarda le vieil esclave droit dans les yeux et lui posa une question qui changerait tout. « Je sais que vous savez quelque chose », dit Édouard, sa voix réduite à un murmure rauque. « Quelque chose sur ma femme. Quelque chose qui concerne les esclaves qui sont passés par ici. Dites-moi la vérité. » Marcus resta silencieux un long moment. Toute sa vie d'esclave lui avait appris que parler au maître ne menait qu'à la tragédie. Mais il vit dans les yeux d'Édouard quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez un blanc. Une peur véritable, une vulnérabilité, une reconnaissance implicite que le pouvoir pouvait être une illusion fragile. « Maître Durand, » commença Marcus lentement, pesant chaque mot, « il y a des choses qui se passent dans cette plantation que vous ne voulez probablement pas savoir. Des choses qui concernent madame et les jeunes hommes qu'elle achète. Des choses qui finissent mal pour ces hommes. Soyez plus précis, » insista Édouard. Marcus prit une profonde inspiration. Elle les force, maître. Dans la dépendance, elle use de son pouvoir sur eux, et ceux qui résistent, ceux qui parlent, ceux qui deviennent trop dangereux pour ses secrets, ils disparaissent. 13, jusqu'à maintenant, peut-être plus. Le silence qui suivit fut écrasant. Édouard Durand, homme qui avait vécu toute sa vie dans le système esclavagiste, qui avait lui-même exercé un pouvoir absolu sur des centaines de vies humaines, se trouvait confronté à une vérité qu'il n'avait pas anticipée. Sa femme avait pris ce pouvoir et l'avait corrompu d'une manière qui dépassait même les cruautés habituelles du système. « Pouvez-vous le prouver » demanda finalement Édouard. Marcus secoua la tête. « Les preuves disparaissent avec les hommes, maître. Mais William, celui qui a été fouetté l'année dernière, il pourrait témoigner. Et d'autres, si quelqu'un les écoutait. » Édouard renvoya Marcus, mais cette conversation le hanta. Dans les jours qui suivirent, il tenta discrètement de vérifier les accusations. Il examina les registres de vente et d'achat, cherchant des incohérences. Il interrogea subtilement les contremaîtres sur le sort des esclaves disparus. Mais partout, il se heurtait à des murs. Les documents étaient impeccablement tenus. Les explications de Céleste étaient toujours logiques, toujours plausibles. Et surtout, qui croirait la parole d'esclave contre celle d'une femme blanche de bonne famille? Mars 1842 arriva avec une chaleur précoce, comme si la nature voulait compenser la rigueur de l'hiver précédent. C'est durant ce mois que les événements prirent une tournure dramatique qui mènerait à la tragédie finale. Édouard Durand, dont la santé avait à nouveau décliné depuis la conversation avec Marcus, fit une dernière tentative pour reprendre le contrôle de la situation. Il convoqua à nouveau Maître Beaumont, son avocat, et cette fois, il modifia effectivement son testament. Les détails exacts de ces modifications ne furent jamais rendus publics, mais selon les rumeurs qui circulèrent plus tard, Édouard avait considérablement réduit la part de l'héritage qui reviendrait à Céleste en cas de décès, favorisant plutôt ses frères et établissant des conditions strictes sur la gestion future de Bellevue. Céleste apprit ces modifications le jour même où l'avocat quitta la plantation. Les domestiques entendirent une violente dispute dans la chambre d'Édouard. Des éclats de voix, des accusations lancées, puis un silence inquiétant. Quand Hattie monta pour voir si tout allait bien, elle trouva Édouard seul dans sa chambre, le visage livide, tremblant. Céleste était partie, enfermée dans ses propres quartiers. Les jours qui suivirent furent tendus au-delà de toute mesure. Céleste ne quittait presque plus la grande maison, déléguant la supervision de la plantation au contremaître. Elle passait ses journées enfermée, refusant même de voir les domestiques, sauf quand c'était absolument nécessaire.
Hattie remarqua qu'elle semblait obsédée par quelque chose, écrivant frénétiquement, brûlant des papiers dans la cheminée de sa chambre malgré la chaleur. Puis, un matin d'avril, quelque chose changea visiblement en Céleste. Elle sortit de ses quartiers avec une expression de détermination froide. Elle descendit au quartier des esclaves, chose qu'elle n'avait plus faite depuis des semaines, et demanda à voir William. Les contremaîtres, surpris mais obéissants, amenèrent William devant elle. Ce qui se passa durant cette confrontation ne fut jamais clairement établi. Tout ce qu'on sait, c'est que Céleste parla à William durant plusieurs minutes, seul avec lui près de la dépendance. William resta silencieux, écoutant, son visage devenant progressivement plus pâle. Puis Céleste repartit vers la grande maison, laissant William debout, immobile, comme pétrifié. Marcus, qui avait observé la scène de loin, s'approcha de William une fois Madame Durand partie. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda-t-il avec urgence. William mit du temps à répondre. Quand il le fit, sa voix tremblait. « Elle sait que j'ai parlé. Elle sait que tu as parlé à Maître Durand. Et elle a dit que nous paierions tous pour cette trahison. » La peur se répandit comme un feu de broussailles dans les quartiers des esclaves. La menace était claire et tous savaient ce dont Céleste Durand était capable. Mais il y avait une limite à ce qu'elle pouvait faire ouvertement. Tuer ou faire disparaître William maintenant, après que les soupçons d'Édouard eurent été éveillés, serait trop évident. Céleste devait trouver une autre solution. Cette solution vint sous la forme d'une annonce que Céleste fit au contremaître le lendemain. Elle avait décidé de vendre William et Marcus à une plantation du Mississippi, une transaction déjà arrangée avec un planteur de sa connaissance. Le départ aurait lieu dans 2 jours. C'était une manière propre et légale de se débarrasser des témoins gênants. Mais Édouard, malgré sa faiblesse, la prit et s'y opposa pour la première fois, ouvertement. Une confrontation majeure eut lieu dans le salon de la grande maison, assistée par plusieurs domestiques qui ne purent s'empêcher d'écouter. « Vous n'avez plus l'autorité pour prendre de telles décisions », déclara Céleste avec une froideur meurtrière. « Cette plantation sera bientôt mienne, et j'en ferai ce que bon me semble. »« Cette plantation ne sera jamais entièrement vôtre, » répondit Édouard, sa voix faible mais déterminée. « J'ai pris mes dispositions. Votre règne de terreur prend fin, Céleste. » Ce fut le dernier échange significatif entre les époux Durand. Cette nuit-là, Édouard ne quitta pas sa chambre pour le dîner. Le lendemain matin, il ne se réveilla pas. Les domestiques le trouvèrent mort dans son lit, son visage figé dans une expression de surprise et de douleur. Le médecin de la Nouvelle-Orléans, appelé en urgence, conclut à une crise cardiaque, complication probable de sa maladie chronique. L'enterrement eut lieu rapidement, selon l'usage de l'époque où la chaleur ne permettait pas de retarder les funérailles. Céleste Durand, veuve à 31 ans, héritait officiellement de Bellevue. Mais le testament modifié d'Édouard créait immédiatement des complications. Les frères d'Édouard, alertés par Maître Beaumont, contestaient certaines dispositions et annonçaient leur intention de venir inspecter la plantation et ses comptes. C'est dans ce contexte de tension légale et émotionnelle que Céleste Durand fit quelque chose qui allait sceller son destin. Elle décida de continuer ses pratiques, peut-être par hubris, peut-être par une incapacité à renoncer au pouvoir qu'elle avait goûté, ou peut-être par quelque chose de plus sombre encore dans sa psychologie. Un dernier jeune homme fut acheté à la Nouvelle-Orléans en mai 1842. Il s'appelait Daniel, avait 26 ans, et était décrit dans les registres comme un esclave de première qualité. Il fut conduit à la dépendance pour l'évaluation habituelle. Mais cette fois, quelque chose se passa qui brisa le schéma habituel. On ne sait pas exactement ce qui se produisit dans la dépendance ce jour-là. Peut-être Daniel résista-t-il plus violemment que les autres. Peut-être Céleste, affaiblie émotionnellement par les récents événements, commit-elle une erreur de jugement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y eut un cri perçant qui résonna depuis la dépendance. Un cri que plusieurs esclaves et même des contremaîtres entendirent clairement. Quand les contremaîtres arrivèrent en courant, ils trouvèrent Céleste Durand étendue sur le sol de la dépendance, saignant abondamment.
Daniel était recroquevillé dans un coin, tremblant. Sur le sol, près de Céleste, gisait un objet lourd, peut-être un chandelier ou un autre objet qui avait servi d'arme improvisée dans une lutte désespérée. Céleste fut transportée d'urgence à la grande maison. Le médecin fut appelé encore une fois, mais la situation était grave. Céleste était enceinte, un fait qu'elle avait gardé secret durant les derniers mois, et le traumatisme physique qu'elle venait de subir avait déclenché un travail prématuré. Elle était à 7 mois de grossesse. Les 3 jours qui suivirent furent un cauchemar qui se déroula au ralenti. Céleste Durand luttait pour sa vie dans la grande maison, assistée par le médecin et par Hattie, qui avait été appelé pour l'aider. Le travail prématuré était compliqué, douloureux et dangereux. Le médecin, un homme habitué aux accouchements difficiles dans cette époque où la médecine obstétrique était encore primitive, fit tout ce qu'il pouvait. Pendant ce temps, Daniel fut immédiatement enfermé dans une petite structure qui servait de prison temporaire à la plantation. Les contremaîtres, incertains de ce qu'ils devaient faire sans instruction claire, attendaient la résolution de la situation de Madame Durand avant de décider du sort de Daniel. Marcus et William, ainsi que les autres esclaves, vivaient dans une tension insoutenable. Ils savaient que quelque chose de fondamental avait basculé, mais personne ne pouvait prédire les conséquences. Les rumeurs circulaient, se transformaient, s'amplifiaient. Certains disaient que Daniel avait attaqué Madame sans provocation. D'autres, plus audacieux, murmuraient une version différente de l'histoire. Le 3e jour, Céleste Durand mourut. L'accouchement avait été catastrophique. L'enfant, un garçon, était mort-né. Le médecin enregistra dans son rapport: Madame Céleste Durand, décédée en couche à 7 mois de grossesse, enfant mort-né de père inconnu. Circonstances douteuses. Ce dernier commentaire, circonstances douteuses, était remarquable. Le médecin, homme observateur qui avait vu beaucoup de choses durant sa carrière, avait noté certains détails troublants. La blessure que Céleste avait subie suggérait une lutte violente. Son état de grossesse avancé qu'elle avait caché soulevait des questions. Et surtout, les témoignages contradictoires des domestiques et des contremaîtres sur ce qui s'était passé dans la dépendance ne correspondaient pas à un récit cohérent. Mais le médecin, pragmatique et conscient des réalités sociales de son époque, n'approfondit pas ses doutes. Céleste Durand était une femme blanche de bonne famille et Daniel était un esclave noir. La justice de cette époque, dans le sud esclavagiste, était sans appel dans de tels cas. Daniel fut jugé sommairement par un tribunal local, accusé d'avoir attaqué et causé la mort de sa maîtresse. Il fut pendu 3 semaines plus tard, sans qu'aucune des circonstances réelles de l'incident ne fût explorée en profondeur. Les frères d'Édouard Durand arrivèrent de leur nord natal quelques semaines après la mort de Céleste. Ils prirent contrôle de Bellevue, commençant un inventaire détaillé de la propriété et de ses opérations. C'est durant cet inventaire qu'ils découvrirent certaines anomalies dans les registres de la plantation. Le nombre inhabituellement élevé de transactions d'esclaves masculins jeunes. Les incohérences dans les comptes. Les disparitions non expliquées. L'aîné des frères, un homme nommé Philippe Durand, décida d'interroger personnellement certains des esclaves de longue date. Marcus fut appelé. Cette fois, face à un nouveau maître qui n'était pas impliqué dans les événements précédents, Marcus parla plus librement. Il raconta ce qu'il savait, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait déduit durant ses années sous le contrôle de Céleste Durand. Philippe Durand écouta avec une expression d'horreur croissante. Mais il se trouvait face à un dilemme moral et pratique. D'un côté, révéler publiquement ses accusations salirait irrémédiablement le nom de la famille Durand. Les implications sociales et légales seraient dévastatrices. D'un autre côté, ignorer complètement ces révélations reviendrait à être complice d'un silence qui avait déjà coûté trop de vies. Philippe choisit une voie médiane, une solution qui satisfaisait sa conscience tout en préservant les apparences sociales. Il ordonna une enquête interne discrète, menée par lui-même et maître Beaumont. Ils interrogèrent d'autres esclaves, examinèrent méticuleusement les registres, reconstituèrent autant que possible les événements des 3 dernières années. Ce qu'ils découvrirent confirma les pires soupçons.
Céleste Durand avait effectivement abusé systématiquement de son pouvoir sur les jeunes esclaves masculins achetés à Bellevue. Elle les avait forcés, exploités, puis revendus ou fait disparaître pour protéger ses secrets. Le nombre exact de victimes ne put jamais être établi avec certitude, les traces ayant été soigneusement effacées, mais il était estimé entre 15 et 20 jeunes hommes. Quant à la grossesse de Céleste, l'identité du père resta officiellement inconnue. Édouard Durand était mort plusieurs mois avant la naissance attendue de l'enfant, et il était notoire que le couple ne partageait plus de relations intimes depuis longtemps. La vérité, aussi dérangeante fût-elle, suggérait que le père était probablement l'un des esclaves que Céleste avait forcés. Cette réalité, inacceptable dans la société de l'époque, fut soigneusement dissimulée. Philippe Durand prit plusieurs décisions suite à cette enquête. Premièrement, il vendit la plantation Bellevue dans l'année qui suivit, incapable de continuer à opérer un lieu associé à de telles horreurs. Deuxièmement, il affranchit Marcus, William et plusieurs autres esclaves qui avaient témoigné, leur offrant une modeste somme d'argent et des papiers de liberté. Troisièmement, il ordonna que tous les documents relatifs à l'enquête interne fussent scellés et cachés dans les archives familiales, avec instruction qu'ils ne devaient jamais être rendus publics. Cette dernière décision garantissait que la vérité sur Céleste Durand ne serait jamais officiellement révélée. Les archives publiques du comté ne contiendraient que la mention laconique du médecin. Circonstance douteuse. Le reste serait effacé, oublié, enterré sous les années et le silence. Marcus vécut encore 23 ans après avoir obtenu sa liberté. Il s'établit dans une petite communauté d'anciens esclaves près de la Nouvelle-Orléans, où il gagna modestement sa vie comme menuisier. Dans ces dernières années, il confia son histoire à un jeune homme qui savait écrire, un récit qui fut consigné dans un journal privé. Ce journal resta dans les possessions de la famille de cet homme durant des générations, avant de finalement aboutir dans les archives d'une société historique locale, où il fut redécouvert dans les années 1980. William, de son côté, disparut des registres historiques peu après avoir obtenu sa liberté. Certains disaient qu'il était parti vers le nord, profitant de sa liberté nouvellement acquise pour mettre le maximum de distance entre lui et les horreurs qu'il avait vécues. D'autres murmuraient qu'il n'avait pas survécu longtemps, les traumatismes psychologiques étant trop profonds pour permettre une véritable réintégration dans la société. La plantation Bellevue passa entre plusieurs mains au cours des décennies suivantes. Après la guerre civile et l'abolition de l'esclavage, la propriété fut divisée et vendue en parcelles. La grande maison tomba progressivement en ruine, abandonnée et laissée à la merci des éléments. La dépendance, ce lieu de tant de souffrance, fut détruite lors d'un incendie dans les années 1870, certains disaient allumé délibérément par d'anciens esclaves qui voulaient effacer toute trace physique de ce qui s'y était passé. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Bellevue. Le terrain où se dressait autrefois la plantation a été reconverti en terres agricoles modernes, puis partiellement développé en zone résidentielle. Les quelques vestiges visibles, des fondations enfouies sous la végétation, ne révèlent rien des secrets qu'ils ont autrefois abrités. Les registres officiels du comté, pour ceux qui prennent la peine de les consulter, ne révèlent qu'une histoire banale, une plantation prospère, un planteur mort de maladie, sa veuve décédée en couche, une propriété vendue et dispersée. Rien qui suggère les horreurs qui se sont vraiment déroulées entre ces murs blancs immaculés. C'est seulement grâce au journal de Marcus, redécouvert par hasard, et à quelques autres documents fragmentaires retrouvés dans les archives scellées de la famille Durand, que l'histoire de Céleste Durand peut être reconstituée. Mais même ces documents ne révèlent pas toute la vérité. Il y a des zones d'ombre, des lacunes, des questions qui ne trouveront jamais de réponse. Combien d'hommes exactement sont morts ou ont disparu à cause de Céleste Durand? 15, 20, peut-être plus. Les registres incomplets et les témoignages contradictoires ne permettent pas d'établir un nombre définitif. Qu'est-il arrivé à Isaac?
Ce jeune homme qui a disparu si mystérieusement qu'il n'a même pas été enregistré dans les livres de la plantation. Son corps fut-il enterré quelque part dans les vastes terres de Bellevue, dans une tombe non marquée que personne ne retrouvera jamais? Et surtout, qu'est-ce qui motivait réellement Céleste Durand? Était-ce simplement la soif de pouvoir, l'ivresse de contrôle absolu qu'elle avait sur ses vies? Était-ce une forme de vengeance contre un système qui l'avait elle-même emprisonnée dans un mariage sans amour et une société qui offrait peu d'options aux femmes? Ou y avait-il quelque chose de plus profondément dérangé dans sa psychologie? Quelque chose que les connaissances limitées de la psychiatrie de l'époque ne pouvaient même pas commencer à comprendre? Ces questions restent sans réponse. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Céleste Durand et de la plantation Bellevue représente une des manifestations les plus sombres de ce que le système esclavagiste permettait. Ce n'était pas seulement l'exploitation économique des corps. C'était aussi la corruption absolue qu'engendrait le pouvoir illimité d'un groupe humain sur un autre. C'était la démonstration que dans un système où certaines vies ne valaient rien, où certaines personnes étaient réduites au statut de biens meubles, les pires perversions de la nature humaine pouvaient s'exprimer sans frein ni conséquence. L'histoire de Céleste Durand n'est probablement pas unique. Dans les vastes étendues du sud esclavagiste, dans les centaines de plantations qui parsemaient la région, combien d'autres histoires similaires se sont déroulées dans le secret? Combien d'autres abus de pouvoir, combien d'autres cruautés innommables ont été commises et ensuite soigneusement cachées, protégées par le silence complice d'une société qui préférait ne pas regarder trop attentivement ce qui se passait derrière les façades respectables. Les quelques historiens qui ont étudié les fragments d'informations disponibles sur Bellevue notent que ce cas illustre une dimension souvent négligée de l'histoire de l'esclavage, le rôle des femmes blanches dans le système. On imagine souvent l'histoire de l'esclavage comme exclusivement masculine, avec des planteurs hommes exerçant leur pouvoir sur des esclaves hommes et femmes. Mais la réalité était plus complexe. Les femmes blanches, bien qu'elles-mêmes souvent limitées par les contraintes d'une société patriarcale, participaient également au système esclavagiste, et dans certains cas, comme celui de Céleste Durand, elles en devenaient les acteurs les plus cruels. Cette complexité rend l'histoire encore plus troublante. Céleste Durand n'était pas simplement une victime d'un mariage arrangé ou d'une société oppressive. Elle était aussi une perpétratrice, quelqu'un qui a choisi consciemment d'utiliser le pouvoir qu'elle avait acquis de la manière la plus destructrice possible. Sa condition de femme dans une société patriarcale ne l'excuse pas des actes qu'elle a commis. Elle ajoute simplement une couche supplémentaire de tragédie à une histoire déjà saturée de souffrance. Le silence qui a entouré cette histoire durant plus d'un siècle n'est pas accidentel. C'est un silence délibéré, construit par Philippe Durand et perpétué par tous ceux qui avaient intérêt à ce que certaines vérités ne voient jamais le jour. C'est le même silence qui a enveloppé tant d'autres aspects de l'histoire de l'esclavage, un silence qui a permis à des générations successives de maintenir des mythes confortables sur le vieux Sud, sur les relations prétendument paternalistes entre maîtres et esclaves, sur la vie supposément belle dans les plantations. Briser ce silence, même 180 ans plus tard, reste un acte nécessaire, car comprendre véritablement ce qui s'est passé dans des lieux comme Bellevue, c'est comprendre la nature réelle du système esclavagiste. Ce n'était pas simplement un système économique d'exploitation du travail. C'était un système qui déshumanisait complètement certains êtres humains, les réduisant à des objets sur lesquels d'autres pouvaient exercer n'importe quel caprice, n'importe quelle cruauté, sans crainte de conséquences. Les esclaves de Bellevue, ceux qui ont survécu et obtenu leur liberté après la mort de Céleste Durand, ont porté avec eux les traumatismes de ces années pour le reste de leur vie. Marcus, dans les dernières pages de son journal, écrivait « J'ai vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir. J'ai connu des terreurs que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Et le plus terrible, c'est que tout cela était légal, accepté, normal dans la société où nous vivions. C'est cela qui me hante le plus, pas les actes eux-mêmes, mais le fait que le monde les considérait comme acceptables parce que nous étions des esclaves. » Cette réflexion de Marcus touche au cœur du problème.
Le mal perpétré à Bellevue n'était pas l'œuvre d'un seul individu déviant. C'était le résultat logique d'un système qui permettait et encourageait de telles horreurs. Céleste Durand était peut-être exceptionnellement cruelle, mais elle opérait dans un contexte qui rendait sa cruauté possible et, dans une large mesure, invisible. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue, que ces vérités enfouies doivent être révélées, alors abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et commentez ci-dessous. Dites-nous ce que vous pensez. Croyez-vous que tout a été révélé? Ou pensez-vous qu'il reste encore des secrets enterrés dans les archives poussiéreuses attendant d'être découverts? L'histoire de Céleste Durand et de la plantation Bellevue nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment mort. Il continue de nous hanter, de nous questionner, de nous défier de faire face à des vérités inconfortables. Dans le silence de ces archives, dans ces quelques documents fragmentaires qui ont survécu au passage du temps et aux efforts délibérés d'effacement, résonne encore l'écho de voix qui ont été réduites au silence. Les voix de Samuel, de Joshua, de Thomas, d'Isaac, de Daniel et de tous les autres dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Leur histoire, aussi sombre et troublante soit-elle, mérite d'être racontée. Non pas pour satisfaire une curiosité morbide, mais pour honorer leur humanité niée, pour reconnaître leur souffrance, et pour nous rappeler à tous ce qui arrive quand le pouvoir absolu rencontre l'absence totale de responsabilité. La question qui persiste, la question que chaque personne qui écoute cette histoire doit se poser, est simple mais profonde. Cela s'est-il vraiment passé ? Les détails spécifiques peuvent être débattus, les noms peuvent être changés, les lieux peuvent être obscurcis, mais l'essence de cette histoire, la terrible vérité qu'elle révèle sur la nature humaine et sur ce que les systèmes d'oppression permettent, cette vérité-là est indéniable. Dans les archives du comté de St. Mary en Louisiane, ce bref registre funéraire demeure, témoignage cryptique d'une tragédie bien plus vaste. Madame Céleste Durand, décédée en couches à 7 mois de grossesse, enfant mort-né de père inconnu. Circonstances douteuses en effet. Des mots qui masquent tant de souffrances, tant de secrets, tant de vies brisées. Des mots qui invitent ceux qui sont assez courageux à regarder au-delà des apparences, à questionner les silences, à exhumer les vérités que d'autres ont voulu enterrer. Cette histoire est terminée, mais son écho résonne encore. Dans chaque archive non explorée, dans chaque document scellé, dans chaque silence délibéré de l'histoire officielle, d'autres histoires attendent peut-être d'être révélées. Des histoires tout aussi sombres, tout aussi troublantes, tout aussi nécessaires à connaître. Car c'est seulement en confrontant honnêtement les horreurs du passé que nous pouvons espérer construire un avenir meilleur. C'est seulement en donnant voix aux silencés, en nommant les innommables, en révélant les secrets enfouis, que nous pouvons véritablement honorer la mémoire de ceux qui ont souffert. L'histoire de Bellevue n'est pas qu'une histoire de terreur historique. C'est un miroir tendu à l'humanité, reflétant ce que nous sommes capables de faire quand nous déshumanisons les autres, quand nous permettons au pouvoir d'exister sans contrôle, quand nous choisissons le silence confortable plutôt que la vérité dérangeante. Et maintenant, alors que cette histoire se termine, une question demeure, suspendue dans l'air comme la mousse espagnole qui pendait autrefois des chaînes de Bellevue. Qu'est-ce que vous, qui écoutez cette histoire, allez en faire? Allez-vous simplement passer à autre chose, laissant ces révélations s'estomper dans l'oubli? Ou allez-vous porter ces vérités avec vous, les partager, les questionner, les utiliser pour mieux comprendre notre monde et notre histoire? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais n'oubliez jamais, dans chaque silence de l'histoire, dans chaque archive scellée, dans chaque vérité enterrée, il y a des voix qui attendent d'être entendues, des voix qui méritent d'être entendues, des voix qui doivent être entendues si nous voulons véritablement comprendre d'où nous venons et où nous allons. L'histoire de Céleste Durand et de la plantation Bellevue est l'une de ces voix. Une voix sombre, troublante, dérangeante, mais une voix nécessaire.
Une voix qui nous rappelle que derrière les façades blanches et les colonnes élégantes du vieux Sud se cachaient des horreurs que nous ne devons jamais oublier, jamais nier, jamais permettre de se répéter. Ceci était l'histoire de Bellevue. Une histoire vraie dans son essence, même si les détails spécifiques restent enveloppés dans le mystère et le silence. Une histoire qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Une histoire qui, espérons-le, vous hantera suffisamment pour que vous n'oubliez jamais les leçons qu'elle enseigne.